Donc, on va commencer. On va commencer par une petite présentation de notre cabinet. Mon collègue ira vous présenter un petit peu le cabinet, parler un petit peu sur nous. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet pour voir si effectivement vous avez des questions ou des doutes concernant la déclaration d'impôt ici au Portugal. D'accord? Raphaël, je t'en prie. Bonjour, merci Anthony. Vous m'entendez ou pas? Oui? Oui, on t'entend Oui. parfaitement. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Raphaël, je suis avocat stagiaire chez Callado Guerrero et je vais vous faire une brève présentation sur le cabinet. Alors, il s'agit d'un cabinet d'avocats basé à Lisbonne, euh, mais on a aussi d'autres cabinets ici au Portugal, à Porto et aussi dans l'Algarve, à Faro. Euh, Ainsi comme dans d'autres pays, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc. Et en fait, on travaille avec euh, tous les domaines du droit, le droit civil, le droit pénal, le droit de l'immobilier, l'immigration, le droit fiscal, etc. Et on est plus de 100 avocats ici. Et, euh, et oui, je pense que c'est tout. Alors oui, je pense qu'on a bien décerné un petit peu qu'est-ce que nous faisons. On va passer maintenant dans le thème du sujet, vraiment pour savoir si effectivement vous avez des doutes ou des questions concernant le thème que nous avons choisi aujourd'hui. Donc, si vous avez des doutes, des questions, veuillez nous faire parvenir vos doutes par email ou même si vous voulez le mettre dans le chat, vous êtes complètement c'est sûr, vous êtes le chat, s'il n'y a que nous qui avons accès à ce chat, donc vous pouvez nous envoyer vos questions qu'on vous répondra dans le webinaire. Bon, la première étape, d'accord, c'est effectivement pour soumettre votre déclaration, c'est d'avoir les codes d'accès au portail des finances. Pour pouvoir accéder au portail des finances, c'est le portail qui est alloqué auprès de l'autorité fiscale portugaise. Chaque contribuable, résident ou non résident, a accès à cette situation via le portail des finances, donc vous pouvez y accéder directement. Alors, j'ai déjà une question concernant Englobement. On va parler de ça à la fin, d'accord? Je laisse les questions pour la fin. Comme ça, on va suivre notre présentation et après, à la fin, on répond à toutes les questions. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Donc, comme j'étais en train de dire, la première étape, c'est d'avoir les codes d'accès. Les codes d'accès sont envoyés par courrier à votre adresse ou que ce soit votre adresse portugaise ou votre adresse à l'étranger. Tout dépendra de la résidence qui est associée à votre NIF, votre numéro d'identification fiscale. Donc, si vous voulez avoir accès au portail des finances, il faudra faire la soumission de cette demande via le portail. Euh, Suite à cette soumission, l'autorité fiscale portugaise vous enverra les codes à votre adresse et après, vous pouvez accéder librement à votre portail des finances. Chaque année, quand vous soumettez la déclaration d'IRS, vous aurez des factures qui. J'ai une autre question, d'accord? Je vais répondre à la fin, d'accord? N'hésitez juste un petit moment, on finit la présentation et après à la fin, on parle de toutes les questions qui ont été ici mentionnées. Là, suite à avoir les codes d'accès, il faudra aller sur un portail qui s'appelle FATouros pour vérifier les factures qui seront associées à votre NIF, pour que vous puissiez avoir des déductions via les factures qui seront associées à votre numéro d'identification fiscale. D'accord? Suite, les déductions en soi, on a des deux types, des déductions spécifiques et des déductions accrued. Les déductions spécifiques sont des déductions qui sont qui sont des déductions qui sont retirées, excusez-moi, du revenu brut pour obtenir le revenu net que les autorités fiscales utilisent pour calculer votre impôt sur l'IRS, basiquement. Ne fallait-il pas faire cela avant fin février? J'ai plusieurs questions. Donc, comme j'étais en train de vous dire, on attend la fin de la présentation pour y répondre à tous. Là, on va passer à la présentation. On a les déductions spécifiques et de dessous et accrued. Les déductions spécifiques sont appliquées avant tranche de revenus et ce montant n'est pas pris en compte lors de la déclaration. Ça veut dire qu'elle est prise en compte dans votre déclaration, mais ne sera pas pris en compte pour le taux applicable à votre revenu. D'accord? Par exemple, les cotisations concernant la sécurité sociale.
Ça se passe, c'est exactement la même chose que les. C'est exactement la même chose que ce qui se passe en France. Les déductions accouettes, c'est les dépenses que vous avez au fil et à mesure de l'année et qui seront déduites de votre impôt sur les revenus des personnes physiques. D'accord? Donc, il y a deux situations différentes. Déductions spécifiques, ce sont les déductions qui sont retirées de votre base imposable directement. Les déductions accouettes sont les dépenses que vous avez eues au fil des années que vous pouvez déduire après si vous confirmez les factures. Pour confirmer les factures, d'accord, il faudra aller sur votre portail qui s'appelle eBalkan pour pouvoir confirmer cela. Si vous ne le faites pas, ces factures ne seront pas considérées lors de votre déclaration d'impôt. Donc, il faut faire très attention. C'est jusqu'à fin février de l'année suivante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, par exemple, pour l'année 2022, les revenus de 2022, vous avez jusqu'à février de 2023 pour confirmer toutes les factures que vous avez sur le portail eBalkan. Concernant la déclaration d'IRS de cette année, malheureusement, les factures qui n'ont pas été confirmées ne pourront pas être déductibles. Attention à cette situation, ça peut faire beaucoup de dégâts. Pour faire simple, au revenu brut, on enlève aussi les dépenses spécifiques que celles que la coulette. Et voilà le revenu imposable auquel va appliquer un certain taux d'imposition, déterminé en fonction des tranches d'imposition. Ici, au Portugal, on a ce qu'on appelle le barème progressif. Le barème progressif qui peut aller jusqu'à 48% plus les taux de solidarité si on dépasse un certain seuil. D'accord? Donc, faire très attention. Troisième étape, remplir la déclaration. Bien évidemment, il vous suffit de choisir l'option citadin et lorsque vous accédez au portail des finances, vous pouvez commencer à rédiger votre déclaration concernant votre cas concret. Ça veut dire si vous êtes résident, si vous êtes non-résident. Attention, parce que les non-résidents aussi peuvent avoir à faire une déclaration IRS s'ils ont des revenus imposables du point de vue portugais, notamment en ce qui concerne les revenus fonciers. Par exemple, si vous avez un bien immobilier que vous avez loué ici au Portugal, vous devrez faire votre déclaration IRS quand même. D'accord? Donc, il ne faut pas penser que seulement les résidents doivent faire leur déclaration d'impôt. Non, c'est faux. Donc, toutes les personnes qui ont un revenu ici au Portugal et qui sont non résidents, quand on est en train de parler bien évidemment de revenus fonciers, ils doivent le déclarer. D'accord? Donc, attention à cette situation. On a ce qu'on appelle ici au Portugal, c'était une innovation de 3 ou 4 ans en arrière, qui est l'IRS automatique. Donc, certains résidents, quand ils ont des contrats de travail et que, basiquement, ils ont un contrat de travail, ils ont de la catégorie A, qui est travail dépendant, leur entité patronale a l'obligation directement d'envoyer tous les comptes auprès de l'autorité fiscale portugaise, les comptes et bien sûr les retenues à la source. Donc, dans ce cadre-là, il y a cette option de l'IRS automatique où il n'est pas nécessaire de remplir la déclaration. La déclaration est déjà remplie. Donc, il suffit seulement de confirmer les montants qui sont enregistrés auprès de l'autorité fiscale portugaise et confirmer, bien évidemment, les montants auprès de votre entité patronale pour voir si tout est correct. Suite à ça, il suffira juste de cliquer et le IRS sera directement soumis. D'accord? Il n'a pas besoin de remplir la déclaration. D'accord? C'est une innovation de 3 ou 4 ans en arrière, et ce qui facilite beaucoup la tâche des personnes, surtout des personnes plus âgées, bien évidemment. L'option traditionnelle, c'est effectivement remplir votre déclaration d'impôt. Donc, dans cette déclaration, on trouve des informations concernant les contribuables, son foyer fiscal, comme par exemple s'ils ont des enfants, s'il y a un niveau d'handicap, etc. Ce sont les informations qui aura un impact directement sur le montant que vous aurez à payer. D'accord? Si vous êtes marié, si vous êtes unis de fait, c'est le correspondant, c'est pas bien le correspondant au Pax en France, mais c'est la figure similaire qu'on a ici au Portugal, il faudra le déclarer aussi. Et ce qui pourra vous apporter plusieurs avantages, parce que l'uni de fait, vous faites une déclaration conjointe et pas une déclaration indépendante. Donc, ça veut dire qu'ici au Portugal, vous avez toujours la possibilité de faire des déclarations indépendantes, même si vous êtes marié. Si vous êtes marié, vous pouvez choisir votre déclaration indépendante ou vous pouvez choisir votre déclaration conjointe.
Des fois, j'ai des clients qui souhaitent, pour des questions ou des autres, ou d'autres, pour des questions et des autres, faire leur déclaration séparée. D'accord? Tout dépendra après de votre cas concret. Mais normalement, quand on est marié, on fait une autre déclaration conjointe. C'est-à-dire, on fait la déclaration, une seule déclaration qui comprend les deux contribuables et les deux montants de revenus qui sont imposables. Exactement, soyez solidaires. Bon, on a une rubrique ici au Portugal qui vous permet d'attribuer le montant que vous avez à payer auprès de l'autorité fiscale portugaise, qui vous permet d'attribuer 0,5% du montant de l'IRS à une association, une fondation, une autre entité solidaire qui peut bénéficier directement de cette situation. Donc, ça veut dire que quand vous allez soumettre votre déclaration, vous pouvez dire que les 0,5 montant du montant de l'IRS que j'ai à payer doit être attribué à cette entité. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr que les montants seront alloués à cette situation. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste facultatif. Si vous voulez le faire, il y a cette possibilité. Si vous ne pouvez pas le faire, il n'y a aucun problème. Des montants seront alloués à cette entité quand même, mais voilà, c'est discrétionnaire après. Donc, ce n'est pas associé directement à votre déclaration d'IRS. Alors, suite à ça, on a ce qu'on appelle ici la présentation, vous, d'accord? Donc, vous, en tant que contribuable, vous mettez vos informations personnelles, si vous êtes marié, si vous avez un handicap, etc. Et après, on ajoute les annexes. Les annexes qui sont directement associées aux revenus que vous avez générés dans l'année précédente. Si vous avez des revenus salariaux ou des pensions de source portugaise, vous mettez l'annexe A. Si vous avez des revenus de travail indépendant, vous mettez l'annexe B. Si vous avez des revenus de capitaux, vous mettez l'annexe excusez-moi. Si vous avez des revenus fonciers de source portugaise, vous mettez l'annexe FE. Si vous avez des gains en capital ou autre augmentation de propriété, vous mettez l'annexe G. Plus-value non imposée, ce sont des situations qui sont prévues dans le code. Pourquoi? Parce que avant l'entrée en vigueur du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques en 1989, toutes les acquisitions qui ont été faites avant cette date pourront être exonérées de l'impôt sur la plus-value si certains requis si certains requis sont compris. Donc, ça veut dire que si vous avez acheté un bien ou si vous avez acheté des participations sociales avant l'entrée en vigueur du code IRS en 1989, vous pourrez être exempté de plus-value associée. D'accord? Donc, il faudra le déclarer dans l'annexe G1. Annexe E, c'est avantages fiscaux et déductions. Annexe J, pour les personnes qui travaillent beaucoup à l'étranger et qui ont des revenus de source étrangère, est très importante. C'est là où vous allez définir et déclarer tous les revenus, même si vous avez des pensions, si vous avez des revenus capitaux, si vous avez des revenus fonciers que vous avez perçus à l'étranger. Donc, il faudra le déclarer. D'accord? Attention à cette situation. Sur ce annexe G, vous devrez aussi déclarer le IBAN et le SWIFT de tous vos comptes bancaires à l'étranger. D'accord? Attention à cette situation, c'est une obligation déclarative qu'on a ici au Portugal. Le Portugal n'impose pas le revenu, n'impose pas le capital, excusez-moi, impose seulement le revenu. Mais il y a toujours cette obligation déclarative pour les personnes qui résident ici au Portugal de déclarer le IBAN et le SWIFT, pas le montant des comptes. Le IBAN et le SWIFT seulement des comptes bancaires que vous détenez hors du Portugal, en dehors du Portugal. Si vous êtes résident non habituel, il faudra le préciser aussi. Donc, le résident habituel, pour qui ne connaît pas le statut, est un régime qui a été mis en place en 2009 suite à l'assistance financière qu'on a eue, le FMI, etc. Et donc, qui a été mis en place, qui est un régime spécial pour les nouveaux résidents ou les anciens résidents portugais qui résident à l'étranger à plus de 5 ans. D'accord? Donc, ce n'est pas seulement les étrangers qui peuvent avoir accès à ce statut, aussi les Portugais, mais qui ont résidé il y a plus de 5 ans hors du Portugal. C'est un statut spécial qui est valable pendant 10 ans, où vous avez une série d'exemptions qui pourront être associées, notamment en ce qui concerne des revenus de sources étrangères. Voilà.
Quatrième étape, vous avez, après avoir rempli toute votre déclaration, vous avez une quatrième étape qui est de valider cette situation. Ça veut dire que s'il y a un camp ou s'il y a une situation qui n'a pas été mentionnée, d'accord, l'autorité fiscale portugaise va vous avertir. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir soumettre votre déclaration avant que tous les annexes et toutes les informations soient transmises d'une façon que l'autorité fiscale portugaise considère valide. Donc, sans cette validation de la part de l'autorité fiscale portugaise, vous ne pouvez pas soumettre votre déclaration. Ou, si vous voulez la soumettre, le taux d'erreur est très élevé et donc vous pouvez avoir après une demande d'information de la part de l'autorité fiscale portugaise en disant écoutez, vous avez X informations qui sont incomplètes, veuillez nous éclaircir sur ce point. D'accord? Faire très attention à ça. D'accord? Cinquième étape, suite à la soumission, vous avez une preuve d'envoi, d'accord, que vous pouvez garder soigneusement pour que vous puissiez après classer dans vos archives. C'est disponible toujours sur votre portail des finances, d'accord, donc ne vous inquiétez pas si vous ne gardez pas la preuve d'envoi, mais c'est toujours important de l'avoir en cas de questionnement, de dire, voilà, le jour X, j'ai soumis ma déclaration et la voici. D'accord. Suite à ça, excusez-moi, juste pour que vous ayez une notion, suite à la soumission, qu'est-ce qui va être arrivé? L'autorité fiscale portugaise va apprécier la déclaration qui a été soumise. Vous allez recevoir un email, si vous avez un email associé à votre numéro d'identification fiscale en disant que la déclaration a été confirmée. Suite à ça, si vous avez des montants à recevoir, vous allez recevoir une liquidation avec le montant à recevoir. Si vous n'avez pas de montant à recevoir, vous allez recevoir le montant de l'impôt sur les revenus des personnes physiques à payer. Parce que normalement, ici, comme on a les retenues à la source, comme en France maintenant, normalement, on reçoit et on ne paye pas. C'est seulement les personnes qui n'ont pas de revenus de travail dépendant ou de travail indépendant qui font leur retenue qui doivent payer s'il y a quelque chose à payer. Normalement, notamment ce qui concerne, par exemple, les revenus fonciers. Comme il n'y a pas d'impôt à payer si vous êtes une personne physique, si vous êtes une personne morale, évidemment, il y aura des retenues à la source à faire. Mais si vous êtes une personne physique, il n'y a pas de retenue à la source à faire. Et donc, à la fin, quand vous allez soumettre votre déclaration, il y aura un impôt à payer. Suite à ça, l'autorité fiscale portugaise confirme la déclaration. Donc, elle passe, elle émet une note de liquidation. Cette note de liquidation mentionne si vous avez le droit à recevoir ou si vous avez le droit à payer. Et après, vous avez jusqu'à la fin du mois d'août pour régulariser cette situation. D'accord? Donc, faites très attention au délai. Le délai de la déclaration d'impôt est du 1er avril à fin juin, d'accord, pour soumettre toutes les déclarations d'impôt. Si les informations, par exemple, des banques concernant les income statements ne sont pas arrivées, vous avez la possibilité de prolonger la déclaration jusqu'en fin décembre, d'accord? Mais seulement dans le cas où les banques n'ont pas encore envoyé les income statements avec les détails des revenus que vous avez générés sur par exemple, votre portefeuille d'investissement. Voilà, notre présentation a été très rapide. C'est seulement une brève présentation pour que vous ayez une notion de comment fonctionne la soumission de la déclaration d'IRS au Portugal. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici nos emails. On va passer maintenant à répondre aux questions qui ont été effectuées. Donc, j'ai une question qui me dit qu'est-ce que c'est l'option Inglobament? D'accord, c'est très spécifique et je vous remercie d'avance pour la question. L'inglobamento, basiquement, c'est le regroupement de tous les revenus. Basiquement, vous avez cette possibilité au Portugal. Il y a des revenus ici qui sont imposés à un taux forfaitaire. Par exemple, les plus-values qui sont générées par une vente d'actions peuvent être imposées à un taux forfaitaire un taux flat de 28%. D'accord? Si vous optez pour l'option Inglobamento, ce taux forfaitaire que je suis en train de vous parler ne sera pas appliqué. Pourquoi? Parce que vous allez regrouper le revenu que vous avez généré sur la plus-value mobilière que vous avez effectuée sur le reste des revenus, les revenus du travail dépendant, les revenus du travail indépendant, etc. Donc tout cela sera englobé, regroupé sur
le montant global et sera soumis au taux forfaitaire, au barème progressif, je m'excuse. Donc, ça peut être intéressant ou pas, tout dépend de votre cas concret. Par exemple, si vous êtes soumis à un taux inférieur à 28%, cela pourra faire du sens de avancer vers l'option Inglobement. Si effectivement votre taux, le barème progressif que vous avez sur les restants revenus est supérieur à 28%, alors non, ça ne fait aucun sens. Donc, il ne faudra pas opter pour la option Inglobement. D'accord? J'espère avoir répondu à votre question. Comment être plus-value passée pour compenser tout ou une partie d'une plus-value 2021. Comment être sûr de récupérer une moins-value passée pour compenser tout autre d'une plus-value 2021? Donc, basiquement, il faudra, quand vous avez fait votre déclaration en 2020, si vous avez fait une moins-value en 2021, il faudra mentionner que cette situation sera tenue en compte. Donc, lorsque vous faites votre déclaration d'impôt, il faudra le mentionner, d'accord? Parce que il y a la possibilité de ne pas mentionner cette moins-value pour l'année prochaine. Donc, vous avez ces deux possibilités. Ou vous mentionnez qu'effectivement, vous voulez que cette moins-value soit prise en compte pour l'année 2022, ou alors, ça ne sera pas pris en compte. Il faudra faire très attention à cette situation, d'accord? Mais ça, c'est très spécifique et c'est vraiment dans l'annexe qui est mentionné cette situation de l'application de la moins-value. Ne faut-il pas faire cela fin février? Fin février, je n'ai pas compris. Ne fallait-il pas faire cela avant fin février? Valider les factures, je suppose. Effectivement, c'est jusqu'à fin février. Ne s'agit-il pas de récupérer une infime partie de la TVA pour un petit montant global? Je n'ai pas compris cette question. Si vous pouvez me répondre, parce que je n'ai pas du tout compris cette question. Faut-il et comment déclarer les contrats d'assurance vie étrangère? Non. Donc, les assurances vie n'ont pas de IBAN et de SWIFT et donc ne pourront pas être déclarées du point de vue portugais. Où doit-on le mentionner? Vous devez le mentionner dans l'annexe où vous allez mentionner cette situation de la moins-value que vous avez effectuée. C'est l'annexe des revenus de sources étrangères, annexe J des revenus de sources étrangères. Si vous avez des moins-values effectuées sur des portefeuilles d'investissement ou d'autres situations, c'est dans cette annexe qu'il faudra le mentionner. Quel est le taux applicable aux plus-values immobilières d'une résidence principale pour un RNH? Merci. Bon. Alors, attention, ce n'est pas associé au RNH, d'accord? C'est associé à une norme qu'on a ici au Portugal concernant les résidences principales. C'est dans le code IRS, Code d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le code nous indique que si vous réinvestissez la totalité du montant que vous avez eu avec la vente de votre habitation principale, vous pouvez être exonéré totalement sur la plus-value si vous faites un réinvestissement au Portugal sur une autre habitation principale ou dans une autre habitation principale dans l'Union européenne. Donc, si vous vendez votre habitation principale, imaginons, pour 400 000 euros ici au Portugal et vous réinvestissez la totalité et vous achetez une maison à 420 000 euros, vous n'aurez aucune plus-value associée sur cette vente vu que vous avez investi dans une autre habitation principale. Si par contre, vous voulez investir, vous ne voulez pas investir et vous avez une plus-value, là oui, elle sera imposée au taux forfaitaire que vous pouvez avoir ici au Portugal, sachant que si vous êtes résident fiscal portugais, 50% de cette plus-value ne sera pas imposable. Imaginons que vous faites une plus-value de 100 000 euros. Seulement 50 000 euros sera imposé au Portugal. D'accord? Pourquoi? Parce que le Portugal déduit directement 50% de cette plus-value. Si vous avez par exemple une plus-value de 200 000 euros, vous serez seulement imposé sur 100 000. Les autres 100 000 ne seront pas imposés. D'accord? J'espère être clair sur cette situation. Voilà, ça fonctionne pour le RNH. Je n'ai pas compris. Le RNH est un statut de résidence le statut de la résidence non habituelle qui vous donne plusieurs avantages. Si vous avez le RNH, ça veut dire que votre résidence principale est au Portugal. Donc, effectivement, les règles de la résidence principale que j'ai parlé auparavant seront applicables. Tout à fait. Tout à fait.
Exactement. Mais seulement si vous êtes résident fiscal portugais. Il faut bien le préciser, d'accord? Si vous avez le RNH, effectivement, vous serez résident fiscal portugais. Donc, si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à nous faire un email, d'accord? Vous avez ici nos emails, Amera et ralmeida@caladoreo.com. En cas de réinvestissement dans la nouvelle, alors on a ici une nouvelle question. En cas de réinvestissement dans une nouvelle résidence secondaire, ne s'agit-il pas d'un report de l'imposition de la plus-value immobilière? Très très bonne question. C'est une suspension, mais la suspension est seulement valable pendant sensiblement 3 ans, je pense, ou 2 ans. Il faudrait que je confirme ça. Mais effectivement, quand vous faites une vente, pourquoi? Parce que vous avez la situation de acheter avant ou après. D'accord? Si vous achetez une habitation principale avant de vendre votre nouvelle habitation, votre ancienne habitation principale, vous avez aussi cette possibilité. Donc, c'est pour ça qu'on parle de suspension. La suspension est valable. Pourquoi? Parce que dans une année, vous allez devoir indiquer que vous voulez réinvestir l'argent que vous avez effectué, réinvestir dans une habitation principale l'argent que vous avez effectué avec votre plus-value, d'accord, dans votre habitation principale. Et l'année suivante, il faudra confirmer que vous avez effectué ce réinvestissement, d'accord? Sinon, effectivement, vous serez imposé sur la plus-value que vous avez effectuée. Alors, on rentre dans une situation qui est très spécifique, monsieur. Donc, on aura tout, on aura évidemment l'opportunité de parler après par email si vous le souhaitez. Là, on rentre vraiment dans un cas concret, d'accord? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire parvenir par email. On sera ravis de vous répondre. Et j'espère que vous avez apprécié notre présentation. Si vous avez de nouveau des doutes, des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou alors à nous faire parvenir un email. D'accord? Je vous remercie à tous votre attention. On est à votre disposition, donc par email, par téléphone. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci.